C'est quoi la chose la plus folle que t'as acheté grâce à la crypto-monnaie? Un mois après, Rolls-Royce. La vie, c'est ça. À quel moment tu t'es dit, ça y est, je vais faire le million avec la crypto-monnaie? Est-ce que t'as eu un déclic? Non. Il ne faut surtout pas faire des dépôts de trading supérieurs à 3000 $. Est-ce que tu penses aujourd'hui, Sabri, qu'un bot peut battre un trader humain? C'est réalisable, mais ça serait quand même quelque chose de très très privé. C'est quoi tes secrets, les conseils que tu donnerais à des gens qui sont, on va dire, à pas aviser? Comment ça fonctionne aujourd'hui, quelqu'un qui veut collaborer avec toi? Pour qu'une personne travaille avec moi, il faut qu'elle passe par mon éducation. Pourquoi avoir décidé d'aller beaucoup plus sur la crypto-monnaie aujourd'hui? Pour moi, chaque génération a une opportunité. J'ai vu l'opportunité de la crypto-monnaie comme la nouvelle monnaie qui allait être démocratisée et qu'on pourra utiliser aujourd'hui et qu'on peut également utiliser dans 100 ans. La victoire du PSG, Sabri. Ton retour? Allez Paris! Allez Paris! Tout sur Paris comme l'Ethereum. C'est ça qu'on veut voir, mon pote. T'as compris ou pas? T'as compris la Champions de Marquinhos? T'as compris? Tu penses qu'ils sont comment, les supporters de l'OM, là? De l'OM. T'as un petit message pour tes clients à Marseille? Les gars. Pour le Hacks. Message à tous les gens de Marseille à qui on bosse ensemble. On bossera plus ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est champions. C'est nous les champions. Donc, vous allez manger un retrait. Vas-y. T'imagines, tu mets vraiment ça? Tu vas mettre ça dans le podcast? Ouais, je le mets. Non, en fait, le but de mon podcast, c'est on s'en bat les couilles, tout ce qui est bon. Là. Allez, vas-y. Qu'est-ce écoute, on a déjà fait plusieurs podcasts. Beaucoup de choses que tu avais annoncées. C'était quoi je crois que c'était l'année dernière, novembre. Ouais, j'ai vu quelques petits shorts sur TikTok, mes cousins ils nous ont envoyé. Ouais, il y avait des TikTok à 150 000 j'aime et tout, j'étais super content. Non, ça je me suis dit, putain, ma tête, elle attire du people quand même. Elle marche. Donc dans ce podcast, l'équipe, comme vous l'avez vu sur ma chaîne, l'idée c'est vraiment de prendre tous les domaines de l'entrepreneuriat dans lesquels on peut vous montrer comment faire du cash dans différents domaines. Je vais pas citer tous les domaines, mais ils sont divers et variés, que des entrepreneurs qui ont fait de l'argent, qui ont une réussite. Et Sabri, la différence c'est qu'on est associé. Plein de fois, on a fait venir du monde sur le studio, sur le podcast, etc. Mais je veux dire, on n'avait pas forcément de lien financier. Et Sabri, on s'est rencontré en 2019. Je vous la fais courte, même 2019, on s'est rencontrés, on était dans le même business en ligne, dans le digital. C'est là où on a fait nos premiers sous. On a galéré, on a eu des bonnes périodes aussi. Et c'est là où tu m'as vraiment, on va dire, démocratisé, donné la vision d'investir sur le BTC, sur la crypto-monnaie dans sa globalité. Et le but de ce podcast, ça va être vraiment partager un petit peu c'est quoi tes secrets, les conseils que tu donnerais à des gens qui sont, on va dire, pas avisés sur la partie crypto-monnaie et qui souhaiteraient qu'on de l'épargne, investir, que faire. On n'est pas là pour dire que tout le monde est millionnaire en 3 jours, tu vois. Mais pour toi, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi tu as choisi cette classe d'actifs alors que en fait, tu avais le choix? Tu aurais pu faire de l'immobilier, créer des commerces. Comme là, tu as ouvert un studio de podcast à Paris. Tu as différents business physiques, donc tu vas peut-être en parler par la suite. Pourquoi avoir décidé d'aller beaucoup plus sur la crypto-monnaie aujourd'hui? Pourquoi la crypto? Alors, cette question, on me la pose souvent et je vais te répondre simplement. Pour moi, chaque génération a une opportunité. Dans chaque génération, il y a une opportunité. Par exemple, nos parents, c'était l'immobilier, c'était la meilleure opportunité. Investir dans l'or également, c'était une opportunité incroyable. Moi, j'ai vu ma génération, étant quelqu'un d'assez jeune, de la génération du 21e siècle, je me suis dit, dans quel secteur je vois le plus se développer au 21e siècle. Et ce secteur, c'est le secteur du numérique. Donc, qu'est-ce qui m'a fait tirer à investir dans la crypto-monnaie? C'est vraiment la vision du numérique et la vision de la monnaie et de l'évolution de la monnaie. Comme j'ai vu que à chaque décennie, on avait une évolution qui était conséquente, que ça soit le passage du franc à l'euro, le passage de la monnaie primaire à la monnaie secondaire, au fait que on ait des comptes bancaires, des cartes bleues, etc. J'ai vu l'opportunité de la crypto-monnaie comme la nouvelle monnaie qui allait être démocratisée et qu'on pourra utiliser aujourd'hui et qu'on peut également utiliser dans 100 ans. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à la crypto, parce que c'était pas seulement le fait que c'est des monnaies numériques, on peut acheter des choses avec, c'était vraiment le système de la blockchain et le fait que on a enfin un système qui est créé pour le peuple avec une transparence totale. C'est ça qui a fait que je me suis mis dans la crypto, j'ai mis un pied dedans, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Bitcoin et d'ailleurs derrière j'ai pu là me former, étudier, grandir, gagner, perdre également, et c'est ça qui a fait que je suis devenu entre guillemets expert de ce domaine-là. Maintenant, est-ce que j'ai eu de la chance? Oui,
Ça, c'est clair. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas eu de la chance, etc. C'est vrai que j'aurais pu découvrir la crypto en 2025. C'est un fait, c'est clair. C'était pas la même opportunité, c'était pas le même timing, mais ça aurait rien changé. Si j'aurais découvert la crypto aujourd'hui, j'aurais la même application et j'aurais également des résultats. Parce que je crois au projet, je crois au domaine, je crois au narratif. Et là aujourd'hui, je veux dire, c'est facile d'y croire parce que forcément, quand tu vois, t'as Trump qui en parle, les États-Unis qui veulent en faire vraiment la capitale, on va dire financière sur la partie crypto. Ils veulent être clairement la capitale du Bitcoin. Mais toi, quand tu démarres et tu commences à investir, c'est quoi en 2017, 2018, à peu près? Qu'est-ce qui te fait dire à ce moment-là, parce que t'as aucun, je veux dire, en fait, t'as pas de preuve factuelle ou truc tangible de te dire, ok, le Bitcoin un jour, à part le procédé de la crypto-monnaie et son système, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, ça va valoir quelque chose et ça va pas être utilisé comme on l'a vu dans le passé, bref, blanchiment d'argent, trafic, enfin bref, toutes les choses que... J'ai vu BTC passer par les 3 phases d'une révolution. Et les 3 phases d'une révolution, c'est ridicule, dangereux et évident. J'ai vu qu'au départ, personne parlait de la crypto, on l'insultait. Et moi, je suis rentré dans le cycle de 2017. Donc, Bitcoin venait d'atteindre 20 000 $. Et on était dans le cycle du ridicule parce qu'il venait d'atteindre 20 000 et il était redescendu à 3 000. Et il y avait une phase de ridicule qui était immense, où les gens ridiculisaient l'industrie de la crypto, qui l'a surévalué. C'est vrai qu'à l'époque, en 2017, un BTC à 20 000 $, ça fait une capitalisation à presque 500 400 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Donc les gens pensent que c'est un peu trop tôt, etc. Moi, j'ai vu également l'opportunité du dangereux quand j'ai vu des gens comme BlackRock insulter la crypto. Voilà, Larry Fink, frérot, c'était le premier à insulter ça, Gary aussi. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, les gens critiquent cette industrie. Donc quand on passe d'une phase de ridicule à une phase dangereuse, c'est que derrière, il y a une opportunité. On parle pas de ça par hasard. Et quand je me suis rendu compte de l'histoire de Satoshi, c'est surtout le contexte qu'il y a derrière, le fait qu'il a créé ça en 2008 après la crise des subprimes, etc. Moi, la claque que j'ai eue, c'est quand j'ai écouté Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui est un grand auteur à succès, voilà, super connu. Nous, dans l'industrie, on le connaît surtout par rapport au cadran, le cadran du cash flow, etc. Il a créé des livres, des best-sellers. Et en fait, je crois que c'était en 2018 où il a fait une conférence et il a dit acheter de l'IMO, acheter de l'or et acheter du Bitcoin. Et quand il a dit ça, je me suis dit que tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas un hasard. Et cette personne-là, il le dit depuis plusieurs années. Et moi, j'ai juste écouté bêtement. Moi, j'ai juste écouté parce que j'ai acheté ce qui était sûr, donc Bitcoin, Ethereum. Et après, je me suis formé petit à petit pour savoir dans quoi est-ce que je pouvais investir à côté pour gagner plus de Bitcoin. Je voyais des crypto-monnaies qui passaient de rien à quelques centimes, à quelques dollars. Donc, je me suis dit, c'est vrai que les multiples là-dedans sont beaucoup plus intéressants. Donc, c'est là-dedans que j'ai eu de la croyance, j'ai investi et forcément, tu crois vite quand tu gagnes de l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai cru en la crypto. J'ai ouvert les yeux sur certaines choses et j'ai vu des personnes critiquer cette industrie et j'ai eu un œil critique sur leur point de vue et des gens qui disaient qu'il fallait investir dedans et grâce à ça, j'ai pu me faire mon propre avis et après j'ai nagé par moi-même. Et ton parcours aujourd'hui avant la crypto-monnaie, donc c'était qui le Sabri avant la crypto-monnaie, avant d'en prendre la crypto-monnaie? Et je pose, c'est une obligation que je te pose, mais est-ce que tu avais un job classique? T'étais dans le salariat, t'étais déjà dans le game, t'étais déjà dans l'investissement? C'était quoi ton parcours quand tu commences? Moi, avant d'être expertisé... De quel milieu tu viens, etc. Moi, avant d'être expertisé dans le domaine de la finance, avant de mettre beaucoup d'énergie dessus, j'avais beaucoup plus d'expérience dans le domaine du marketing. Ça veut dire, j'étais quelqu'un qui savait vendre, avait une faculté à vendre les choses, avait une faculté à savoir recommander, avait une belle énergie à transmettre. Donc moi, ce qui m'a fait exploser entre guillemets au tout début pour te raconter mon histoire, moi je viens de Lyon de bas, j'ai grandi à Paris. J'ai étudié à Paris, j'ai fait la majorité de mes études ici. Et en parallèle de mes études, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 16-17 ans, je commençais à vouloir faire de l'argent. Et moi, j'avais toujours cette aptitude à faire du business, à acheter des choses, à les revendre sur le bon coin, je vendais des chewing-gums à la cour de récréation, tu vois. Genre, j'étais le genre de mec, je savais que même en troisième, les mecs, ils voulaient pas puer de la gueule à la récréation. Donc, je leur vendais des chewing-gums pour aller parler à leurs copines, tu vois. Et je vendais le petit paquet, 50 centimes, 1 euro. Et ça partait comme du petit pain. Donc, j'avais cet attachement au business et j'adorais ça. Après, ma première vision du business, quand j'ai fait ma première brocante, j'ai commencé à revendre des choses, me faire ma première quicheta.
Sur ma première petite lasse de billets, j'étais très très content. Je me suis dit bon, l'argent c'est bien, hein, c'est pas mal. Faut en faire un peu plus, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire de l'achat-revente, toujours continuer. Et un jour, moi je te raconte vraiment toute l'histoire. Un jour, c'était en 2017. 2017, ouais, moi j'étais bon en paris sportif. Et j'ai fait un compte Snapchat où je partageais mes pronos gratuitement. Et je monte de 20 vues à 50 vues. En un mois, je monte à presque 300, 400 vues, 1000 vues sur ma story Snapchat. C'était la première fois, premier écosystème, première fois que je vois Snapchat, les gens peuvent te recommander, partager ta story, etc. Et un jour, j'envoie un score exact. Voilà, je faisais payer rien du tout, mais il passe. Et je reçois quelqu'un qui m'envoie une Pace of Card. Tu vois, Pour les cartes prépayées, ouais, une carte sur le prépayée. casino, tu peux Il m'envoie une carte prépayée de 100 euros, tu vois. Et Mhm. il me dit, voilà, tiens, tu Cadeau. m'as fait gagner cadeau, tu vois. Et moi, je me suis dit, attends, les gens, ils sont prêts à me payer si je les fais gagner. Eh ben, pourquoi pas faire un club, faire de l'argent, et etc. Donc, c'était mes premiers business. Après, c'était pas vraiment quelque chose de très solide. Voilà, j'ai pas créé d'engouement à travers ça, vu que c'était que un peu du business pour faire un peu mes premiers euros. Et après, j'ai mon meilleur ami un jour qui me parle de se former sur des produits financiers, donc que de la formation. C'était pas de l'investissement, c'était vraiment que de l'éducation et de la formation, et avoir la possibilité de recommander aussi. Et du coup, moi, je me suis inscrit dans cette compagnie en me disant, voilà, pourquoi pas essayer les services. J'ai découvert l'industrie du trading, d'abord du Forex. Je me suis formé, je me suis éduqué, j'ai commencé à créer une équipe. Et je commence à passer des caps et des petites rémunérations de $150, $500 par mois, $600, 700. Petit à petit, je commence à augmenter sur mes premiers mois. Et après, bah, je deviens entre guillemets, une petite figure de l'industrie du marketing de réseau, vu que j'étais assez précoce, j'étais assez jeune. J'étais même mineur au début, mais je le faisais au nom de mes parents. Et grâce à cette précocité, bah, j'ai pu obtenir une équipe assez débordante d'énergie. J'ai créé une équipe de plusieurs milliers de représentants. Je suis monté à peu près à 8000 représentants dans mon réseau. Actifs, inactifs compris. En actif, je suis monté à plus de 3000 représentants actifs. Et j'ai pu passer des caps et des résiduels, donc à 10, 15, 20, 30, 40 000 dollars. Et après, c'est là où je t'ai rencontré et que toi, t'étais une top figure qui faisait plus de 150 000 dollars par mois. Et c'est là où on s'est rencontrés et on a pu partager notre vision et voilà, tu vois. Donc voilà un peu mon parcours pour te résumer. Je me suis familiarisé avec le trading en 2017. Après, j'ai découvert la crypto la même année, en 2018. J'ai investi mes premiers bitcoins en 2018, 2019. Et ensuite, je me suis formé dans ce secteur et j'ai payé à peu près peut-être 30 000 dollars de formation avec des gens un peu plus avancés. Je suis parti aux États-Unis, je me suis formé. Et à ce moment-là, j'ai acquis des compétences. J'ai eu des informations, j'ai eu la chance de connaître des gens qui étaient au tout début de création d'écosystèmes qui sont aujourd'hui valorisés à plusieurs milliards, on les voit dans le code market cap. Donc c'est des gens proches, donc forcément j'ai accès à certaines infos, j'ai un peu de la chance sur certaines news, etc. Donc c'est un peu un avantage que j'ai eu d'avoir pu me former avec les bonnes personnes au début, mais ça m'a coûté un sacré billet, voilà, faut le dire. Mais j'ai su investir correctement, en tirer grâce à ces compétences, et aujourd'hui, j'en suis ravi. Vous êtes d'accord ou pas? J'en suis ravi ou pas? T'investis, tu fais du bénéfice. Qu'est-ce que tu veux de plus? La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Comment être rentable aujourd'hui? C'est simple. Il ne faut surtout pas faire des dépôts de trading supérieurs à 3000 dollars. Vous devez vous concentrer principalement sur du spot. Faites un peu de trading, 300, 500, 1000, 2000, 3000, d'accord. Mais grâce à ce cash flow-là, investissez-le et suivez la stratégie DCA. C'est ce qu'on vous conseille. C'est vrai. Bon, allez, vas-y. Other question? C'est quoi la chose la plus folle que t'as acheté grâce à la crypto-monnaie? Est-ce que t'es dépensier, t'es un mec qui claque de l'argent? Ou tu vis simple? La chose la plus folle que j'ai Le faite? truc le plus fou, tu t'es fait un cadeau, tu t'es dit, c'est le moment de se payer. Pas de cadeau. En vrai, tu te dis, c'est quoi les cadeaux que je vais me faire? D'abord, je vais me prendre un petit Cayenne GTS. Ok? Ok. Après, Cayenne GTS, il arrive. Cayenne GTS, les gens ils vont dire, Cayenne GTS, t'as pas mal. Après, bam! 2 semaines après, Urus. Les gens ils prennent une tarte dans la gueule. Wesh, Cayenne GTS, après un Urus. Je dis, ouais, c'est pas possible. Bam! 1 mois après, Rolls-Royce. T'es pas content, triplé. Triplé. T'es pas content, bam! Clash G, bam, Puro Sangué. Voilà. Peut-être je me ferai ça un jour.
Si tu vois ça sur les réseaux, tu peux commencer à t'inquiéter. Mais non, sinon, j'ai pas été forcément un grand dépensier. J'étais plutôt dans la sécurité. Parce que comme tu sais, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui braquent des gens en crypto, qui sont en danger, etc. Moi, je me suis jamais senti en danger parce que je suis très, très sécure. Ça veut dire que voilà, je les ai placés en banque, j'ai bien sécurisé mes assets pour me dire que voilà, je peux me balader tranquillement sans problème. Voilà. Mais aujourd'hui, non, je suis pas un grand dépensier. J'ai fait des dépenses, j'ai mis bien mes proches, je fais en sorte d'être tranquille. Mais j'ai pas encore converti la majorité de mes assets. J'attends encore petit à petit du temps. Je pense que c'est pas encore le bon moment. Il faut encore être patient et que plus je suis patient, plus je me remercierai plus tard, je pense. Ouais, parce que là, BTC a quasiment 110, 115 000. T'en as pas mal qui ont pris leur exit, enfin qui ont vendu, qui sont passés en USDT. Toi, aujourd'hui, sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu crois aux spéculations d'un BTC à 1 million un jour? C'est des choses qui pour toi sont réalisables de ce que tu as vu? C'est quoi Bitcoin à 1 million? Tes prédictions? Bitcoin à 1 million, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Aujourd'hui, Bitcoin varie du prix qu'il était il y a même pas 4 ans. Bitcoin varie en 24 heures du prix qu'il avait il y a même pas 4 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'aujourd'hui, on peut avoir une variation de Bitcoin de 10-15 000 $ en 24 heures. Alors qu'il y a quelques années, il était à 15 000 $. Ça veut dire que petit à petit, les standards évoluent. Là, aujourd'hui, Bitcoin, il est à 110 000 $. Mais moi, je te le dis, que bientôt, on verra des variations de Bitcoin de 110 000 $, mais en 24 heures. C'est juste que les standards évoluent, il faut juste être préparé. Aujourd'hui, les gens investissent dans Bitcoin, les institutions investissent, et ça va être une bataille d'État. Donc pour moi, c'est même plus une question d'obligation. Avant, on se disait ouais, est-ce que ça va être régulé, aujourd'hui les ETF, les grands groupes, les institutions s'arrachent du Bitcoin. Et moi, je vais te dire un truc que j'ai dit à un ancien podcast, mais il est pas sorti, mais je vais te le dire. Bitcoin à 1 million, c'est une obligation. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a 21 millions de Bitcoin disponibles. Non, c'est faux. Il y en a 20 millions. Et dans les 20 millions, il y en a déjà des millions de perdus. Mais sur les 20 millions qu'il y a, les gens pensent que c'est 20 millions qui sont accessibles. Non, sur les échangeurs, il y a quelques années, il y en avait 3-4 millions qui étaient disponibles. Aujourd'hui, il y en a 300 000. Il y a en réalité 300 000 Bitcoins de disponibles. Les gens pensent qu'il y en a 20 000. Non, il y en a 300 000. Mais le jour où, et je te le dis, qu'il va avoir une rupture de stock dans Bitcoin, Bitcoin va rentrer en rupture de stock. Et ce jour-là, tu vas avoir une parabole que tu n'as jamais vue de ta vie. Et c'est une certitude. Bitcoin va être la première crypto qui va rentrer en rupture de stock. C'est une certitude. Et pour moi, dire ouais, Bitcoin va atteindre 1 million, moi je pense que ça va arriver plus tôt que prévu. Après, je dis pas ouais, ça va arriver en fin d'année. Il y en a qui disent ouais, ça va arriver en 2 ans, en 3 ans. C'est vrai que la dernière fois que j'ai fait des prévisions sur le marché, c'est plutôt bien passé. Mais moi, si je dois te donner une target, oui, il va atteindre 1 million de $. Et plutôt que prévu. Oh, mais ça allait vite. Regarde, je me souviens le podcast que j'ai fait à Dubaï, je sais pas si tu te souviens, avec Bakary Sagna. On parlait, on était presque excités que le BTC, je crois, était à 33, 34 000. Tu vois, et ça fait quoi, même pas 2 ans. 2 ans après, t'es sur un BTC qui est à 110 000. C'est une dinguerie. T'as des gamins de 16 ans qui ont fait des millions sur de la crypto-monnaie. Alors, certains ont eu de la chance, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as des histoires avec des projets qui ont zéro fondat. Tu vois, qui n'ont pas forcément d'utilité, mais qui font des coefs multiplicateurs qui sont énormes. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Je m'adresse, que je sais que sur l'audience, on n'a pas forcément que des jeunes de 18 ans qui nous suivent, mais on a des pères de famille, à tout type de personnes. C'est vrai qu'il y a de la volatilité sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est profil, on va dire, bon père de famille, qui a de l'argent de côté, qui a un peu d'argent sur son livret A, qui a son épargne, qui a son crédit maison, crédit voiture, etc. et qui se dit, ok, moi j'ai envie de me faire un matelas, j'ai envie de me faire une indépendance, une liberté financière, me faire une autre source de revenus. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui ont peur, sachant qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, on les a vus, beaucoup de business où les gens font confiance, ils envoient de l'argent à droite à gauche comme ça, et après ils disent que c'est de la merde ou c'est une arnaque. Comment tu te prémunirais de ça, et ce serait quoi le moyen d'éviter déjà de se faire avoir? La première chose que je dirais, ces gens-là déjà,
95% des personnes qui utilisent le mot crypto sur les réseaux, il y a une mauvaise intention derrière. On le voit avec les articles, on le voit à travers les ads, on le voit à travers plein de choses. Des gens font de la publicité mal intentionnée. Maintenant, ce qu'il faut faire pour se sécuriser et faire attention, c'est, première des choses, la promesse de gain. Si on a une promesse de gain quelque part, on peut parler en potentiel, de rendement, on peut parler, etc. Mais on peut pas parler en promesse de gain. Il n'y a aucune promesse qui existe dans ce monde. Et si quelqu'un vous promet quelque chose, fuyez directement. C'est la première chose à faire. On peut parler en potentiel, on peut parler en travail. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne travailles pas, tu n'obtiens pas de résultats. Donc, c'est vraiment le conseil que moi je donnerais aux gens. C'est dès que vous entendez une promesse, déjà commencez à vous mettre en retrait. Maintenant, concernant le monde du digital et le fait qu'il y a énormément de choses dangereuses qui sont sur le marché et des choses qui sont malheureusement très dures à tracer. Énormément de personnes se font scammer clairement et ils trouvent jamais, ils retrouvent jamais leur argent. La première des choses à faire, c'est arrêter de se lancer dans des choses sans se former et sans avoir des compétences. La première chose à faire, c'est la première chose que je conseille aux gens, si vous voulez vous mettre dans la crypto, soyez prêts à investir des euros, pas seulement sur le marché, pas seulement dans des cryptos, dans les cryptos que X, Y vous dit, investissez des milliers d'euros dans votre cerveau. 80% des gens que je vois qui viennent me voir, ils me disent Sabri, j'ai déjà testé le trading et aujourd'hui regarde où est-ce que j'en suis, j'ai déjà testé la crypto, regarde où est-ce que j'en suis. Ils ont tous des résultats négatifs. Et ils ont tous investi 10, 15, 20, 30, 40 000. Ils sont en perte de 10, 15, 20, 30, 40 000. Mais moi, ça m'énerve que ces gens attendent d'avoir des pertes conséquentes pour être dégoûtés du marché. Non, tu sais que ça peut te coûter extrêmement cher. Tu peux faire de l'argent, mais ça peut te coûter aussi très cher. Vaut mieux démarrer et se dire, OK, je veux me faire accompagner par des gens sérieux. Je vais payer pour me former, avoir accès à des informations. Et là, au moins, je pars sur des bases solides, je pars sur des bases où je sécurise mes comptes, je sais où aller, je sais si ça c'est correct, pas correct. Et après que ces bases-là soient formées, on peut aller se rediriger vers de la diversification, entendre une opportunité. On va avoir un œil beaucoup plus précis sur des opportunités qui vont venir. On va se dire, ouais, mais lui, il me promet du rendement, mais je sais que ça, c'est pas possible. Je sais que les institutions, maximum, elles font tant par mois avec des algorithmes, ou tant, comment lui, il peut me proposer 10 fois plus. Pourquoi est-ce que Warren Buffett, il investit pas dans des robots? Tu vois, toutes ces questions-là, elles viennent après qu'on est tombé sur ce genre d'opportunités un peu frauduleuses. Et t'as raison là-dessus, je le vois, tu vois, sur les accompagnements que t'as mis en place, souvent les formulaires sur les appels, tu vois, pour qualifier les leads. La première chose qui revient, quand les gens disent, ouais, on leur pose la question, mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Beaucoup de gens se sont fait arnaquer, tu vois. Et la plupart du temps, c'est que les gens veulent, je le vois, ils veulent économiser. Parce que oui, un accompagnement, ça peut coûter de l'argent. Tu vois, à l'échelle d'un salarié qui gagne, je sais pas, 20, 30, 40, 50 000 euros, je veux dire, c'est un budget. Mais c'est ce que je dis souvent, combien ça coûte aujourd'hui l'ignorance de te faire avoir, de placer 20 000 euros chez un mec où ton argent, tu vas jamais le revoir. Exact. Dans telle société qui t'a proposé que ça y est, il y avait une IA incroyable, qu'elle allait te faire 400% en 16 mois. On l'a vu plein de fois. Et t'as raison sur un point, c'est que la meilleure manière de se prémunir de ça, c'est l'éducation, s'entourer de personnes professionnelles et qui sont pas là depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans sur les marchés, tu vois. Bien sûr. Donc, toi, tu as su parfaitement le mettre en place aujourd'hui. À quel moment, dans ta carrière, tu t'es dit, ça y est, je vais faire le million avec la crypto-monnaie? À quel moment tu t'es vraiment dit, ça, c'est là où je vais faire le large financièrement? Est-ce que tu as eu un déclic? Non. Parce que je me suis jamais dit, j'ai besoin de cette industrie pour faire de l'argent. Je me suis juste diversifié, intéressé, passionné par l'industrie. Je suis pas rentré dans l'industrie seulement pour faire de l'argent. Je suis rentré dans l'industrie pour faire partie d'une aventure. Après, le déclic que j'ai eu quand je me suis dit, ouais, en vrai, cette industrie-là, c'est peut-être l'industrie de ma vie qui va faire en sorte que peut-être, voilà, mes 100 ou mes 200, 300 premiers millions d'euros vont provenir. Si ça vient, bien sûr que c'est de cette industrie-là, parce qu'aujourd'hui, le déclic, c'est le jour de l'annonce des ETF, janvier 2024. Donc, le jour où on a l'annonce officielle des ETF BTC Ethereum, c'est cette année-là où j'ai senti qu'il allait y avoir un mouvement avec Trump, où j'ai senti que vraiment que là, les institutions
vont commencer à se battre. Et quand les instituts commencent à se battre, bah, il y a de moins en moins de Bitcoin sur le marché. Donc, il y a l'offre forcément, quand plus la demande est élevée, plus l'offre augmente également. Donc, c'est à ce moment-là, je te dirais, la validation institutionnelle, ça a été pour moi un cap qui a été passé parce que je me suis dit, ah ouais, là, je peux vraiment dormir 10 ans. Je sais que même s'ils sortent un euro numérique ou peu importe, Bitcoin existera toujours, l'écosystème existera toujours et il prospérera et de plus en plus de personnes investiront. Et le déclic surtout, ça a été, moi, je te dirais, pendant la période du bear market de 70 000 $. Quand Bitcoin est aux 70 000, après, il redescend à 16 000 $, 15 000 $. Cette phase de correction, beaucoup de personnes l'ont vécu comme un bas émotionnel, comme une phase très négative. Moi, je l'ai vécu plutôt de façon positive parce que j'ai vu tous les groupes, tous les instituts, tous les grands groupes, bah, de plus en plus investir dans la blockchain, quoi. Les groupes comme Nike investissent dans la blockchain, Samsung investit dans la blockchain. En fait, le nombre de partenariats, le marché, il a peut-être chuté, mais le nombre de partenariats et l'adoption, elle a été multipliée par 100. Donc, quand j'ai vu ça, cette adoption-là, et j'ai vu que le marché, il était sous-évalué, je me suis dit, mais même à l'heure où je te parle, pour moi, il est encore sous-évalué. Les gens se rendent pas compte à quel point les gens investissent massivement, les instituts investissent massivement dans les crypto-monnaies. Et pour moi, c'est que le début d'une ère. Et je pense que oui, clairement, pour moi, c'est l'opportunité du siècle. C'est vrai qu'avant, tu avais quand même beaucoup de retail qui spéculaient beaucoup sur la crypto-monnaie. C'était pas pris au sérieux par les instituts. Mais quand tu regardes aujourd'hui toutes les actualités, j'ai l'impression que c'est un peu... t'as une période où t'as eu la ruée vers l'or. Aujourd'hui, c'est un peu la ruée vers le BTC. Quel état va, tu vois, t'as des guerres clairement entre qui va avoir le plus de Bitcoin. C'est un peu plus à ce niveau-là, maintenant, je dirais. Et on voit beaucoup maintenant l'utilisation de l'IA dans tous les domaines, que ce soit sur la création de business en ligne, dans l'entrepreneuriat traditionnel, dans l'investissement. Est-ce que tu penses aujourd'hui, Sabri, qu'un bot, une IA ou des outils peut battre un trader humain? Est-ce qu'une IA... Ouais, une IA, un tool, c'est un outil. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça pourra remplacer? Est-ce que demain, dans un monde parfait, une IA pourra trader à 100% sans l'intervention humaine et surperformer à ce qu'un trader humain peut aller chercher? Après, ça dépend de ce que tu entends par rapport à IA. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent s'appuyer avec des algos qui sont aidés à travers l'IA, mais on a toujours besoin d'une main humaine pour confirmer le setup. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'humain reste plus fort que l'intelligence artificielle pour trader, parce qu'on a vraiment cet aspect émotionnel aussi qui rentre en compte. Maintenant, est-ce que d'ici 5-10 ans, il y aura une IA parfaite, apte à avoir une stratégie, un rendement, etc. Je pense que c'est réalisable, mais ça sera quand même quelque chose de très très privé. Ce sera pas quelque chose qui sera accessible à tous. Ce sera quelque chose qui va coûter extrêmement cher, et ça sera également quelque chose qui aura coûté extrêmement cher, tu vois. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune intelligence artificielle. Il y a des outils semi-automatiques qui sont très bons. Des outils semi-automatiques qui sont très bons pour aller chercher de la performance, pour aller nicher des opportunités, pour aller justement chercher justement des whales, des opportunités, des gens qui farment, des gens qui font beaucoup d'argent. Donc oui, pour moi, dans la crypto, il y a des outils semi-automatiques à booster grâce à l'IA qui sont fonctionnels et qui sont rentables. Mais des outils 100% automatisés avec l'intelligence artificielle plus rentables qu'un homme, il y en a qui peuvent exister, mais une performance long terme de 2-3 ans avec des historiques de plusieurs années, non. L'intelligence artificielle, ça reste récent, elle demande du temps à se développer. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est que dans un an, on verra pas l'IA de la même façon. Et chaque année, on va voir l'IA progresser de façon beaucoup plus rapide parce qu'elle apprend chaque seconde, chaque heure et elle s'arrête jamais. Alors que nous, on dort, on a besoin de temps, il y a un cycle, etc. Donc oui, l'IA va surpasser l'être humain. Pour moi, l'IA va surpasser l'être humain en performance. On va découvrir des molécules, on va découvrir des formules, on va résoudre des problèmes, etc. Mais je pense pas qu'on trouvera une formule magique du jour au lendemain qui rendra tout le monde riche. Parce que forcément, comme tu sais, dans le marché, s'il y a des gagnants, c'est qu'il y a des perdants également de l'autre côté. Et aujourd'hui, toi, sur tes stratégies, tu utilises l'IA. Est-ce que tu l'implémentes dans tes stratégies d'investissement? Est-ce que tu trades? Est-ce que tu fais plus du spot? C'est quoi, on va dire, tes stratégies que tu appliques aujourd'hui?
Après, moi, j'utilise beaucoup. Après, l'intelligence artificielle, c'est un grand mot. Moi, j'utilise des algorithmes, des indicateurs. Donc, ça reste des formules mathématiques. Donc, oui, j'utilise des algorithmes. Après, l'intelligence artificielle en soi, des outils d'IA d'analyse, c'est la vérité. On en a jamais eu besoin pour être rentable et on n'en a pas besoin aujourd'hui. Moi, ma stratégie, elle est purement technique. Donc, je m'axe principalement sur le graphique. Et après, je tire en compte la fondamentale. Pour moi, c'est 90% de technique. Et après, dès que la technique elle est bonne, si on a la fonda derrière, qu'on investit dans le bon projet, on a tous les signaux ouverts. Mais si j'ai que les signaux techniques qui sont ouverts, eh ben, je peux prendre une décision. Alors qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui vont se lancer dans le marché de la crypto, eh ben, en fait, ils vont se lancer parce qu'ils vont avoir un critère fondamental. Ils vont se dire, ah ouais, cette crypto, Trump va l'acheter, Elon Musk va l'acheter, donc je l'achète. Moi, c'est mon dernier critère, la fondamentale. Mon premier critère, c'est la technique. Donc, ce que j'apprends à mes élèves, c'est qu'il faut, en premier temps, savoir comment en fait, un graphique, c'est simple à comprendre. C'est ultra simple à comprendre. Il faut juste la théorie, la ligne directrice à comprendre, à mettre en place pour savoir les bases à avoir avant de prendre une décision. Moi, c'est simple. J'ai 4 décisions que je prends. Je prends une décision de localisation. Donc, la localisation, c'est là où se situe le prix. Donc, j'utilise des indicateurs de localisation et des stratégies de localisation pour localiser le prix et situer si l'opportunité est bonne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'utilise la structure. Donc, la structure, c'est elle qui va confirmer le setup, celle qui va confirmer le lancement de la décision. Donc, la structure, ça se lit par voilà, des figures chartistes, etc., des confirmations, etc., des breakouts, des lignes, des supports, résistances, bref, tout ce qu'il y a de plus classique. Et après, j'ai un paramètre de momentum. Donc, un paramètre où je regarde ce qui se passe dans la dynamique interne, si les acheteurs prennent de la force, s'il y a des divergences, des convergences. Et après, ça me permet d'avoir un œil complet sur le setup. Donc, cette stratégie-là, je l'applique sur un asset de plein de cryptoactifs. Moi, ce que je fais, c'est que cette stratégie-là, je l'applique pas en trading, mais je l'applique en spot. Ça veut dire que je ne vais pas placer de levier dessus. Je ne vais pas avoir un point de liquidité. Je vais plutôt acheter une crypto à 50 centimes et la vendre à 2 euros. Et si demain je perds de l'argent ou je retombe à zéro, c'est pas parce que j'ai touché mon stop loss, mais c'est que la crypto a disparu. Mais est-ce que t'as pas la psychologie de te dire, en fait, le trading, c'est un peu comme, t'as plusieurs stratégies, tu peux être sur des positions long terme en swing, sur du scalping, des positions court terme. Mais est-ce que c'est pas se dire, le fait de ne pas trader, en fait, au final, quand t'es en spot, c'est comme si tu tenais un trade sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Oui, exactement. Est-ce que c'est pas, pour toi, la mentalité de te dire, je perds peut-être des opportunités, comme sur des mouvements où là, dernièrement, on a un BTC qui est aux alentours des 76 000. En quelques jours, on arrive sur un BTC qui remonte à 110 000, 105 000 et qui va chercher un ATH. Certes, oui. Est-ce que, comment psychologiquement, tu arrives peut-être à accepter le manque à gagner, les opportunités qui te passent devant le nez? Est-ce que tu serais pas allé plus vite pour multiplier ton nombre de BTC, par exemple? Par exemple, beaucoup de personnes pensent que si je traderais avec du levier, je pourrais faire plus d'argent. Moi, je pense que c'est vrai. Je pourrais faire beaucoup plus d'argent si je prenais beaucoup plus de risques. Après, je pense que je suis pas dans une course infinie avec l'argent. Je pense que oui, c'est vrai, il y a des mouvements où je me dis, ouais, c'est vrai que ce mouvement-là, si je l'avais lancé en levier, il serait rentré. Mais peut-être que de l'autre côté, j'aurais peut-être fait 3-4 mouvements derrière qui auraient été liquidés. Donc, pour moi, t'as peut-être raison, mais sur certains points, où oui, j'aurais pu faire plus d'argent, mais derrière, il y a un rapport à l'anxiété, il y a un rapport au stress, il y a un rapport au travail aussi, qui fait qu'on passe du temps, qu'on transpire derrière le graphique, qu'on réfléchit, qu'on a des décisions, qu'on hésite, qu'on a du doute. Donc, tout ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, c'est pas pour autant que je peux te dire, oui, à 100%, j'aurais fait 100 fois plus d'argent. J'aurais pu également en perdre. Peut-être être adapté à ton mode de vie. Moi, je suis plus quelqu'un qui s'abrit. En arabe, c'est-à-dire le résilient. C'est-à-dire la résilience, c'est au-delà de la patience, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à attendre énormément de temps. Je sais que tout vient à un point à qui ça attendre. Donc, je sais que pertinemment, mon résultat, ma target, je vais l'avoir en spot. Je vais l'atteindre. Et je préfère le faire en spot, être plus patient et me dire que j'investis dans un actif où je peux tenir une position 6 mois, 8 mois. Ça m'est déjà arrivé de tenir des positions 10 mois. Alors que certaines personnes, ils peuvent pas le faire. Ils tiennent leur position, ils voient qu'ils sont trop en négatif, ils la coupent.
ils en lancent une autre, etc. Donc c'est pas la même stratégie à adopter. Mais oui, certains moves, j'aurais fait beaucoup plus d'argent si j'avais traité en futur, certes, mais j'aurais traité en futur avec aussi beaucoup moins d'argent. Et tu l'as dit, en fait, là où c'est vraiment pertinent, c'est que tu évites tout risque de liquidation. Et on l'a vu, moi, j'ai jamais réussi à comprendre cette mentalité de... après, parce qu'on a quand même des sources de revenus à côté qui fait qu'on n'est pas dans le manque, on n'engage pas des capitaux sur lesquels tu as besoin de manger dessus, tu vois. Mais tu sais, les gens qui vendent parce que tu as une correction de 20%, 30%, j'ai du mal à... Moi, perso, j'ai jamais cash out une seule fois la crypto, tu vois. Genre, à aucun moment, j'ai vendu parce que j'avais besoin ou j'ai de la frustration ou autre. Mais t'as des gens, ils sortent, ils sont à moins 40, moins 50, moins 60% sur des wallets parce que psychologiquement, les positions, ils n'arrivent pas à les tenir. Et je pense que le fait d'être en spot te permet d'être beaucoup moins exposé, beaucoup moins de volatilité. T'as pas la gueule devant les écrans du matin au soir. Donc, c'est peut-être plus adapté, tu vois, pour la stratégie bon père de famille qui veut se faire un patrimoine, avoir de l'argent de côté, etc., non? Après, c'est vrai que même en spot, on peut avoir des corrections de moins 40, moins 50%. C'est pour ça que le plus important, c'est de connaître son exposition et de gérer son exposition. On peut faire, c'est vrai qu'en spot, on aura une fluctuation qui sera beaucoup moins sévère qu'en futur. On aura des probabilités de liquidation qui sont presque impossibles, vu qu'on a de l'achat, on a de la crypto en notre possession. On n'a pas de contrat. Mais je pense que oui, pour une personne qui veut déléguer sa crypto à ses enfants, qui veut investir petit à petit, comme on investit aujourd'hui du DCA sur du S&P 500, voilà, le schéma, il est simple, hein, tu sais qu'il est super connu. Investir 150 euros par mois à ton enfant de ses 0 à ses 40 ans, si tu investis 150 euros par mois sur du S&P 500, ton enfant à 40 ans, il est millionnaire. Moi, je vois la même chose, mais en la crypto, et sauf qu'au lieu de le faire en 20 ans, en 40 ans, tu le fais en 15-20, tu vois. Donc, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Je me dis que c'est beaucoup mieux d'investir, faire son DCA sereinement, avec une bonne stratégie, en gérant son exposition, en étant formé, en ayant sécurisé ses comptes. C'est beaucoup plus périn sur du long terme, sachant qu'on est en crypto, on sait que ça va exister d'ici 2030, 40, 50. Nos enfants vont connaître ça, les enfants qui ne sont même pas encore nés vont utiliser ces méthodes, la blockchain et pourquoi pas même ces moyens de paiement. Donc je me dis que bien sûr, la stratégie spot, elle est beaucoup plus adaptée aux gens qui veulent de la sérénité, qui veulent être périns sur le long terme, qui veulent dupliquer qui veulent déléguer leur argent, pourquoi pas à leur crypto-monnaie, à leurs enfants, etc. C'est beaucoup plus stable. Alors que faire du trading, etc., ça nécessite d'avoir un intermédiaire très qualifié, et également d'avoir des phases cycliques de retrait, etc. Alors que le DCA en crypto, c'est j'injecte, je laisse, j'injecte petit à petit, je laisse, et j'accumule et je crée un patrimoine. Comme on crée un patrimoine en immobilier. Aujourd'hui, les gens tradent que pour cet aspect de cash flow, cet aspect de faire de l'argent, de faire avec 100, de faire 200. Moi, je vois la crypto vraiment comme une solution d'enrichissement patrimonial. Ok, ouais, de la même manière que l'immobilier où si tu crées exactement des sociétés traditionnelles. Et on l'a vu sur les derniers cycles crypto-monnaies. En général, tu as toujours BTC qui fait un ATH. Ensuite, tu as les liquidités qui vont sur Ethereum. Et ensuite, tu as ta liquidité qui va sur les altcoins. C'est des crypto-monnaies avec beaucoup moins de capitalisation. Pourquoi, en 2025, ce cycle ne se répète pas, où on voit pas, par exemple, ETH qui est proche de faire un ATH, Ethereum. On voit pas des alts. Tu vois, tu as des cryptos comme Rio qui sont montés à des points records, qui se sont pété la gueule, qui n'ont pas forcément repris, alors que tu as quand même BTC qui est à son ATH. Moi, j'ai l'impression que, en fait, on est sur un BTC qui a fait son ATH, mais le FOMO ou l'excitation du marché n'est pas aussi élevé que les dernières années, et on a des altcoins qui ne suivent pas forcément. Comment t'expliques que pour la première fois, ce cycle ne se suit pas parfaitement, alors que beaucoup de gens ont fait tapis all-in sur des alt, des meme coins, des shitcoins. Moi, je pense que le marché, il joue son cours. C'est juste que les derniers cycles, les gens oublient que le cycle, il était exactement similaire. C'est que les gens sont juste impatients du fait de voir leur portefeuille en alt gonfler. Et cette impatience-là se transforme en sell panique, se transforme en vente à perte, tu vois. Et c'est grâce à ça que le train se décharge et que le train va repartir. Moi, je pense que c'est une suite logique d'avoir un BTC qui performe énormément le marché, d'avoir un BTC qui va chercher des performances
à 5, 10, 15%, qui surperforme énormément le marché, d'avoir une Bitcoin dominance qui monte. C'est juste qu'actuellement, Bitcoin n'est pas encore assez monté. Toi, tu penses que ouais, 110 000, c'est un ATH? Non. Peut-être que son ATH, c'est 300 000, tu vois. Et c'est à 300 000 que Bitcoin va commencer on aura 6 000 milliards de market cap. On va avoir une correction de 10, 15, 20%. Mais ces 10, 15, 20% de correction, en réalité, ils vont apporter, ces 10, 15, 20%, ils vont apporter 600 milliards de dollars d'injection sur Ethereum et sur les alts. C'est juste que c'est peut-être pas le moment. Et moi, je pense que plus BTC prend son temps sur la Bitcoin dominance à atteindre justement son top, avant justement d'avoir une transition de liquidité, plus il prend son temps, plus la transition sera forte. Plus la transition sera forte, plus elle sera brutale. Plus elle sera brutale, plus elle fera des gens riches. Donc moi, plus Bitcoin prend son temps, plus je suis content. Je souhaite que Bitcoin monte encore, prend son temps, que même Ethereum prenne son temps petit à petit. On va peut-être voir un Bitcoin à 150 000 et un Ethereum à 4-5 000. Mais le jour où on va avoir une transition de liquidité, plus Bitcoin prend son temps, plus la transition va être brutale. Et pour moi, c'est une évidence que Bitcoin prendra son temps, parce que les gens commencent, et je te le dis, à chaque fois, je suis en avance sur mon temps. Je te le dis, dans quelques années, ça va faire le tour sur les réseaux, on va en entendre parler de partout. Bitcoin va rentrer en rupture de stock. Et à ce moment-là, ça va tellement être le bordel sur le marché qu'on va avoir une phase parabolique, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir Ethereum, ils vont se dire, putain, il y a la rupture de stock qui va arriver. Ils vont avoir le top 100 des crypto-monnaies. Ils vont se déchaîner sur Ethereum et sur le top 100 crypto. Et les gens vont se déchaîner sur les cryptos les plus fortes, avec le meilleur narratif et les plus prospères sur le long terme. Et ce que je te dis, retiens-le bien, parce que je sais pertinemment que c'est une obligation. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et on a eu beaucoup de momentum, beaucoup d'intérêt autour des NFT, etc. sur les dernières années. Est-ce que tu penses que pour toi, c'était juste vraiment c'était pour toi juste un effet de mode, ou est-ce que tu crois toujours en l'utilisation de ces technologies-là? Est-ce que tu penses qu'il y aura de nouveau de l'attrait au NFT? Moi, je te le dis de comment je l'ai vu quand on était quasiment 4 ans à Dubaï. Donc, tu as eu beaucoup d'e-commerçants qui sont rabattus, qui l'ont un peu vendu un peu comme une stratégie commerce, tu vois, très clairement. Est-ce que tu penses que on entend beaucoup moins parler des narratives métaverses ou NFT? Est-ce que tu penses que ça va reprendre une dynamique, qu'il y aura de nouveau un attrait dessus? Ou pour toi, c'est une narrative ou une trend qui est passée? Alors, concernant les NFT, les gens comprennent pas que les NFT, c'est un système révolutionnaire en soi. C'est un système révolutionnaire parce que c'est une preuve d'authenticité. C'est-à-dire, demain, on peut avoir une montre sans NFT. On peut avoir une montre, on peut avoir Rolex qui authentifie ses montres par le biais des NFT. On peut avoir LVMH qui authentifie ses pièces grâce aux NFT. En fait, c'est un système de certification. Après, le problème des NFT, c'est que c'est une branche des crypto-monnaies. Les gens, souvent, ils se disent ouais, les NFT bizarre, donc la crypto c'est bizarre, alors que c'est juste une branche de tout un écosystème qui est ultra vaste. Mais bref, ce qui a entaché la crypto-monnaie, ça a été l'opportunité surtout des e-commerçants, des dropshippers, de voir l'opportunité des NFT comme une opportunité de branding, de marque, de créer une marque, de mettre 300 000 euros sur la table, de faire 3 millions, et avec 3 millions, et ben on se partage ça entre nous. Voilà, de faire clairement un coût financier. Et ce coût financier-là, il a énormément influencé du monde, vu que les gens payaient des influenceurs à coût de 10, 15, 20 000 dollars. Les influenceurs, ils avaient juste un tweet à partager. Les gens étaient influencés. Du coup, c'était sold out, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les prix sont divisés par 10 parce qu'il y a la chute du marché. Et ce qui va s'ensuivre, hein, c'est logique. Mais il n'y a que 1% des projets NFT qui sont rentables aujourd'hui. Mais ce 1% des projets, c'est des projets sérieux. 99% des projets qui ne sont pas rentables, ça a été quoi? Des JPEG, des conneries, des trucs qui n'ont pas de valeur. Des gens qui ont juste il y avait des gros budgets marketing derrière pour être sur les grosses pages. Ils sont allés sur Fiverr, ils ont pris le premier mec qui passait sur leur nez. Le gars, il était, je sais pas, il était chez lui, on le payait 5 euros. C'était un développeur, que ce soit au Pakistan ou au Bénin, on le payait. Le gars, il faisait des images à la con, il les mettait sur OpenSea et c'est parti. Et c'est comme ça que ça se passait. Ça coûtait que dalle à produire. Les gens, ils investissaient rien du tout, c'était juste des centaines de milliers d'euros de marketing. Vu qu'il y a eu énormément de personnes qui ont fait de l'argent grâce au e-commerce, grâce au dropshipping, c'est des personnes qui avaient de la liquidité. Et les e-commerçants, ils étaient familiarisés avec ce type de business, ce type de roadmap, de comment ça s'appelle, de drop.
Tu vois, parce que c'est un drop, les NFT. Ouais, 1000 NFT disponibles, ouais, 5000 NFT disponibles, etc. Donc ça leur rappelle un peu les systèmes de drop comme on voit avec le e-commerce. Donc c'est comme ça qu'ils se sont familiarisés, mais qui ont cramé un peu l'image des NFT. Mais ils sont cramés eux-mêmes. Hein. Eux, ils ont peut-être entaché pour eux l'image de la crypto. Certaines personnes ont été dégoûtées de la crypto, certes, mais c'est comme les gens qui se sont fait arnaquer avec BitConnect. Je connais des gens qui pensaient que BitConnect c'était Bitcoin, et à la fin ils ont perdu de l'argent à cause d'un scam. Et ces gens-là, ils ont raté l'opportunité de Bitcoin alors qu'à cette époque, il était à 100 $. Et aujourd'hui, bah, ils se mordent les doigts. Et ces gens-là, bah, ils ont ouvert leurs yeux. Ils ont compris qu'en fait, Bitcoin, c'était pas Bitcoin. Et du coup, bah, en fait, c'est pas de l'arnaque la crypto. Bah, c'est la même chose avec les NFT. Les gens qui ont perdu de l'argent avec les NFT, qui se sont fait scam avec des dropshippers, etc., qui ont acheté des NFT 1000 $ qui aujourd'hui ça vaut plus rien. Bah, ces gens-là, dans quelques années, ils vont se rendre compte, ils vont se dire, ah, mais en fait, les NFT, c'est une toute petite branche de la crypto, mais c'est pas la crypto en soi. C'est comme ça que les gens vont commencer à ouvrir leurs yeux. Les gens manquent d'éducation. Les gens manquent énormément d'éducation. Le premier truc que je dirais aux gens, c'est faites de l'argent. Investissez dans vos compétences, mettez dans votre cerveau avant de mettre de l'argent en crypto, et dès que vous êtes préparé, là, commencez petit à petit à investir, 50 € par semaine, 100 € par semaine, faites-le par réflexe, parce que ce soit un réflexe. Et dans 10, 15, 20 ans, vous me remercierez, vos enfants vont vous remercier, et c'est comme ça que ça va se passer. Et on va parler d'un autre sujet, mais qui est un sujet d'actualité, on le voyait pas avant, mais après, je trouve que c'est un peu Enfin, c'est une suite logique, mais ça devrait pas l'être, honnêtement. Mais en France, on voit des dingueries qui se passent avec la crypto-monnaie, des enlèvements, des séquestrations, le cofondateur de Ledger, que le gars, tu le retrouves à avoir des demandes de rançon à sa famille, des actes de barbarie, clairement, il n'y a pas d'autre mot, tu vois. Est-ce que toi, des fois, c'est pas peut-être une peur, tu vois, parce qu'aujourd'hui, t'as investi early dans la crypto-monnaie, on est dans un monde qui est complètement fou. Ouais. Comment tu réagis face à ça? Est-ce que tu as une crainte? Est-ce que toi-même, peut-être, si c'est pas une honte, tu vas te dire, tu es dans une position peut-être de peur, tu fais attention, tu es méfiant par rapport à ton entourage, par rapport à plein de choses, tes associés, tes partenaires, tes business, comment tu réagis face à cette nouvelle vague qui est en train de se produire? Déjà, moi, je pense que déjà, à titre personnel, le fait de se sécuriser et l'éducation en crypto, c'est important. Parce que souvent, ils tombent sur des gens déjà, ces gens-là ne sont pas éduqués par rapport à la crypto. Ils font des braquages parce qu'ils se disent, ouais, c'est facile d'avoir de la crypto, etc., le transférer l'instantané. Les gars, aujourd'hui, les gens qui sont aussi derrière, qui retracent la blockchain, la e-gendarmerie, etc., c'est des gars qui sont très, très, très calés. Hein. Faut pas croire, la gendarmerie tech aussi, ils sont pas cons. Hein. Tu mets ton argent dans un mélangeur, t'essayes de les niquer, ils peuvent te geler les fonds. Ils sont pas cons, t'inquiète même pas qu'ils ont tous les contacts qu'il faut pour tout bloquer. Donc ça, ça, y a les gens, c'est des événements qui vont diminuer de plus en plus parce que les gens vont se rendre compte que c'est en fait beaucoup plus compliqué. Mais souvent, les gens qu'on attaque, c'est des gens qui ne sont pas sécurisés, et des gens souvent qu'on menace. Moi, concernant moi, à titre personnel, non, je me suis jamais inquiété du fait que je suis très bien entouré, Dieu merci, et que je suis un petit poisson. Je suis pas... les gars, on attaque des gens de Ledger, là. C'est les gars de Ledger et tout. Propriétaires de... Non, le dernier en date, c'est un propriétaire d'échangeur. Voilà, on parle de mecs qui ont des centaines de millions, de milliards de liquidités, tu vois. Ces gens-là, ils ont rien à foutre du mec du coin. Ils en ont complètement rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est des gros coups. Hein. Ils prennent des risques. Ils sont je sais pas combien derrière l'OP. Ils veulent prendre plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions chacun. Ils s'en foutent de faire une OP et de gratter 5, 10 000 euros, tu vois. Donc, je te dis la vérité. Mais c'est quelque chose qui va diminuer de plus en plus, parce que ça va être de plus en plus régulé. Les gens vont se rendre compte que c'est traçable. Ils vont se rendre compte qu'en fait, quand on fait des transactions, en fait, c'est un livre ouvert. Même si on passe par des méthodes un peu discrètes, un peu plus discrètes, etc., on peut quand même retracer. C'est pas mort. Donc, moi, je dis que c'est plus du manque d'éducation du côté des braqueurs que du côté des gens qui sont raqués. Parce que les gens qui sont raqués, souvent, on va chercher la fille, tu vois, la fille du mec qui pèse 1 milliard en crypto, on va la menacer, etc. Et ça se passe surtout en France. Mais moi, je pense qu'au contraire, ça va diminuer et il y aura des dispositifs encore de sécurité encore plus poussés. Et comme on sait, les peines vont être exemplaires. Ça m'étonnerait pas qu'un jour... il y a un mec qui prenne... Après, on est en France, hein, tu sais très bien, un mec, il fait des trucs extrêmement horribles, il peut ressortir au bout de 6 mois.
Mais tu vas voir que pour ça, les gens ils vont rester 20 ans en prison. Juste pour que ça soit un exemple, que les gens se comprennent bien et qu'ils le font pas. C'est comme ça que ça se passait. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la crypto et tout, qui se disent, ouais, comment je me sécurise, etc. C'est chaud, la France, c'est chaud, etc. Peut-être je veux partir à Dubaï, etc. Ouais, je pense que oui, c'est vrai que ça peut influencer sur des décisions. Ça peut se dire, ouais, est-ce que je me vois en sécurité? Est-ce que si, est-ce que ça? Moi, je pense que je suis bien entouré, je suis avec des bonnes personnes, j'ai anticipé toutes ces choses-là, donc Dieu merci, je suis, je suis tranquille et je suis pas intéressant. Voilà, je te dis la vérité, je suis pas intéressant de fou. Moi, je suis quelqu'un, j'éduque les gens, je les forme, mais au contraire, je fous la haine parce que je suis ultra sécuritaire. Ultra sécuritaire, ultra prêt, ultra, tu vois, je suis quelqu'un, je prends mes précautions de malade, tu vois. Alors que, voilà, avoir ça, peser 1 milliard en crypto et avoir sa fille qui se balade dans Paris, ça sera, moi, j'aurais pensé 20 fois avant. Tu vois, j'aurais pensé 20 fois avant. J'ai même pas envie de te dire que c'est un con. Tu vois, j'ai même pas envie de te dire que l'archevêque, c'est un con. Juste parce qu'il a fait ça. Juste parce que le gars, il a créé Ledger, il est inconscient de ce qu'il est en train de faire, il laisse sa famille et ses amis ouverts sur LinkedIn avec des adresses publiques sur page jaune. Tu vois, rien que pour ça, c'est un con. J'ai envie de te dire ça, tu vois. Après, c'est pas de sa faute, j'ai envie de te dire, on est en France, ça devrait même pas exister des gens avec des intentions comme ça, mais malheureusement, vu qu'on est en France, on doit penser comme ça. C'est pour ça que je te dis ça. Mais en soi, il sera à Dubaï, c'est même pas un con. Il a même pas, j'ai même pas besoin de lui dire. Elle peut se balader à 6h du matin, n'importe où, il aura pas de problème. Que ce soit des gens de sa famille, ça, son meilleur pote. Mais le fait qu'il soit en France, qu'il soit toujours en France, qu'il passe dans des émissions et qu'il dit publiquement qu'il investit dans Bitcoin, qu'il a énormément de Bitcoin. Les gars, ça intéresse du monde, vous savez même pas. Donc, c'est là où c'est à ce moment-là où faut prendre des précautions, les gars. Faut prendre des précautions. C'est pour ça qu'il faut être plus intelligent. Et pour moi, malgré que ce mec-là, il ait créé Ledger, qu'il ait de l'argent, qu'il soit bien, eh ben, je pense que c'était plus fort que lui. Et je pense qu'il aurait dû un peu plus se sécuriser malgré tout, mais ça aurait malgré tout jamais dû lui arriver. Les gens se disent, ouais, ça arrive qu'aux autres, ça m'arrivera jamais. Et en fait, tu baisses ta vigilance, tu baisses ta garde, et c'est là où ça t'arrive au pire moment, tu vois. Exactement. Donc c'est clair qu'il faut faire attention, mais j'allais te dire, on parle beaucoup de la France, mais il n'y a pas que la France, tu vois. Je suis sûr que même tu vas dans les pays d'Europe ou même aux US, c'est des choses qui arrivent. C'est pas un cas. Non, ça arrive partout, ça arrive partout. Après, en France, oublie pas, Ledger, c'est international. C'est choquant parce qu'on est en France, parce que ça se fait en pleine journée en région parisienne. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui sont un peu choquants, tu vois. Ça peut arriver à tout le monde. Mais là, le dispositif de formation, dis-toi qu'il y a un budget qui est en train d'être investi, hein, dans du budget de retraçage, dans du budget tout ça. Donc t'inquiète pas que là, ouais, l'État et les forces de l'ordre françaises, ils sécurisent un maximum. Ils sécurisent un maximum. T'as des départements qui sont en train d'être créés. Et surtout que c'est un exemple. Et heureusement, je vais te dire, c'est un con, mais heureusement que ça lui est arrivé. Parce que ce mec-là, Ledger, c'est en France. Tu vois. Donc Ledger, ça fait partie de la France. Macron est très fier de Ledger aussi. Ils sont très très proches. Donc quand on a des contacts directs comme ça avec des hauts placés, on sait souvent que c'est boosté. Ça va très très vite. La sécurité va aller très vite. Ça m'étonnerait même pas qu'un jour ils disent, bon, vous savez quoi, ceux qui font ça, ils prennent perpète. Ouais, tu vois, ça c'est comme ça que ça se passe dans certains pays. Moi, je suis président, je fais, ok, tous les gens qui font ça, prennent perpète. Comme ça, là, voilà. Ça vaccine les gens. Voilà, comme ça vaccine les gens. Tu veux faire quelqu'un, parce que ce mec-là, il a anticipé, il a vu une opportunité dans toi, dans laquelle tu crachais pendant des années, tu crois que ça allait jamais marcher. Ce mec-là, il a porté, entre guillemets, ses cojones, il a pris son courage à deux mains, il a investi dans quelque chose qui était volatile, que personne croyait. Ce mec-là, forcément, il a du résultat. Tu te dis qu'il investit quand ça valait 1 000 €, aujourd'hui, ça en vaut 100 000. Et bah, tu veux lui voler sa gloire? Bah non, frérot, tu prends perpète. Rien que pour ça. Va travailler. Va travailler ou alors forme-toi. Et c'est pas parce qu'il a 100 000 que même toi, tu peux pas faire ton coup en crypto. Tu peux faire ton coup en crypto, il faut se former, il faut s'éduquer. Il y a énormément de cryptos qui prennent des performances tous les jours. Il faut juste bien savoir farmer, il faut juste bien savoir scanner des whales, il faut juste connaître toutes les stratégies, tous les écosystèmes différents. Aujourd'hui, tu l'as bien résumé, on va clôturer là-dessus. Il y a tellement d'informations et tellement de désinformations. YouTube, c'est génial parce que tu peux retrouver tout type d'informations, mais tu as beaucoup de choses qui sont... Je vois des ramassés de conneries, tu vois, sur les réseaux qui passent sur la crypto et les gens, malheureusement, parce que t'as des pseudo-influenceurs se font
se font influencer comme des cons, en fait, et crament leur capital. Aujourd'hui, tu as créé une stratégie qui est très, très atypique, qui est propre à toi, qui s'appelle le DCA TINA, avec une structure qui s'appelle CryptoPro. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je sais que ça fait 7 ans que tu bossais dessus, tu as développé des outils, notamment quelques-uns avec des IA, des scanners, etc., à travers un écosystème. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte, cette stratégie DCA, pour quelqu'un même qui aurait 1000, 2000, 3000, 5000 euros de capital? Parce que je le vois, et les gars, vous me posez tout le temps la question, sur ma chaîne, Rémi, comment tu as fait pour avoir une indépendance financière, pour voyager, pour avoir cette qualité de vie, pour t'entourer de cette manière-là? Ben, tout simplement, la clé, pour moi, c'est l'information, la qualité de l'information que tu reçois. Et la deuxième, c'est la prise de décision. Il y a des gens qui regardent des podcasts toute la journée, qui regardent des vidéos éducatives, et ils vont jamais, à un seul moment donné, sortir de leur zone de confort. Il ne faut pas oublier que pour moi, le risque inconscient, c'est dangereux, mais sans prise de risque, il n'y a pas de rewards, tu n'as pas de récompense derrière. Donc, tu as créé une stratégie, un plan d'action détaillé de A à Z. Aujourd'hui, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus comment ça fonctionne? Comment ça se passe pour un élève lambda qui est dans ton académie, qui a déjà rejoint les services? C'est quoi le plan, en fait, simplement? Quelqu'un qui a entre 1000 et même jusqu'à 30 000, 50 000 euros plus? En fait, c'est simple. Moi, pourquoi est-ce que j'ai créé ce groupe-là et cet écosystème FinTech? En gros, c'est super simple. C'est juste qu'il y a énormément de désinformation dans la crypto. Et je voulais juste un service simplifié que je pouvais envoyer à mon frère, à ma mère ou peu importe, dans laquelle ils peuvent simplement déjà comprendre l'écosystème de la crypto, se former déjà eux-mêmes, et en parallèle de leur éducation, pouvoir directement avoir accès à une stratégie qui fonctionne, une stratégie conservatrice. Donc, la stratégie entre guillemets qui s'appelle le DCA TINA. Elle part sur la stratégie, en gros c'est une base de la stratégie la plus sécurisée du monde qu'on appelle le DCA. Et on y a ajouté une partie technique dans laquelle on va pouvoir, en plus de minimiser le risque, optimiser un maximum la rentabilité. Et cette stratégie, en plus de la donner, moi, ce que je fais, c'est que les gens vont directement avoir accès à mes informations. On sait que sur YouTube, on va voir des infos, on va aller voir des cryptos. Cette crypto-là, est-ce que c'est mieux d'investir que celle-ci ou celle-ci? Moi, en fait, je vais faire un trait d'informations. Mon membre, je vais tout simplement déjà lui laver son cerveau pour qu'il soit prêt à comprendre déjà c'est quoi la crypto, effacer toutes ses croyances de base, etc. Le faire redémarrer son éducation et en parallèle de son éducation, lui faire démarrer un plan stratégique d'investissement simple et clair et ultra sécurisé. Donc la personne, elle connaît notre stratégie. Donc la stratégie, elle est expliquée bien sûr en interne comment se positionner, etc., limiter son risque. Donc la personne, elle a l'explication de la stratégie que j'utilise et en parallèle, elle a les assets sur lesquels on utilise la stratégie et que j'utilise personnellement la stratégie. Donc les assets, c'est OK, cette crypto-là, il faut l'acheter parce qu'elle a tel prix et qu'elle a telle confirmation, qu'elle a telle confirmation de momentum, telle confirmation de localisation, telle confirmation de structure et telle confirmation fondamentale. Quand la crypto rentre dans le cahier des charges, on la donne et du coup, ça leur permet d'avoir accès directement à des analyses toutes faites et à la stratégie adoptée à côté. Et eux, ils peuvent se former et aller nicher leurs pépites. Et nous, on leur niche leurs pépites. Et ils ont directement accès à des listes directement prédéfinies, des listes de crypto-monnaies avec l'explication du narratif, la vision long terme, le TP moyen, le TP minimum, moyen, maximum, avec la target et tout le suivi qu'il faut faire justement. Et du coup, ça permet en fait de simplifier clairement l'invest pour un débutant et même pour un expert, parce qu'il faut savoir qu'on a même des gens qui sont qui se forment depuis 6-7 ans dans la crypto qui n'ont pas accès à ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je donne toutes mes infos techniques. Et dans l'année, grâce à certains contacts, j'ai quelques infos fondamentales, donc des listings, etc. Et j'en fais profiter à ma communauté. Je leur donne quelques news sur des cryptos qui vont sortir dans l'année, au cours de l'année. J'ai pas énormément de pré-sale et c'est plutôt des opportunités qui se passent dans l'année ou alors peut-être une fois tous les 2 ans, mais c'est des grosses opportunités qui se passent. Mais sinon, tous les mois, toutes les semaines, les gens se placent sur les stratégies et sur les assets et on en reçoit et elles sont mises à jour tous les mois. Donc au final, ça évite tout ce côté que beaucoup de gens n'ont pas le temps, simplement parce qu'ils ont un travail, des activités, une vie de famille, etc. Ça enlève tout ce côté analyse qui peut être un peu, déjà, 1, compliqué, 2, qui prend du temps, et 3, personne ne va développer ton expertise de 7 ans sur les marchés en quelques mois, tu vois, c'est clair. Donc ça, en gros, ce que tu me dis, c'est que ça permet de manière quasiment 100% automatisée de passer toute cette phase de recherche et d'avoir servi sur un plateau d'argent des crypto-monnaies sur lesquelles tu vas pouvoir te placer. Exactement. Je pense que dans la vie, tout est fait de rencontres, tu vois. Qu'est-ce qui fait que je démarre le network marketing à l'époque? C'est que j'avais faim d'argent, j'avais envie de succès,
J'ai pas eu le rôle, tu sais, de tes parents, entrepreneurs qui gagnent des millions. Donc, j'avais pas... En fait, je pense que ma force, là, indirectement, c'est de pas avoir eu de cadre. Parce que ça m'a pas conditionné dans une box à me dire, OK, tu vas gagner 1500 balles par mois et bosser toute ta vie pour un patron. Et j'avais une grosse éloquence, beaucoup de réseaux. Le sport m'a apporté des contacts. Et en 2015, quand je démarre les business en ligne, j'ai acheté du BTC sur eToro. Je sais pas si tu te souviens. Mais je crois que tu devais avoir 14 ans, peut-être. 15 ans. Et je vais au casino avec du BTC. J'ai acheté du BTC, je crois, à 400, 500 balles. Tout ça pour pas le garder. Que j'ai vendu, mais en vrai, je regrette pas, parce qu'à cette période-là, honnêtement, je pense qu'il fallait, soit fallait être fou, soit fallait avoir un niveau de conscience élevé pour se dire que ça allait devenir quelque chose. Et à 18 ans, j'étais un jeune con, tu vois. Genre, clairement, tu m'aurais dit d'aller payer des bouteilles en BTC, en boîte de nuit, je les aurais mises. C'est sûr et certain. Mais bref, long story short, on a fait nos chemins. 2019, je vois les marchés financiers. De loin, je t'avais vu démarrer avec une compagnie américaine. Et je vois quand même qu'il y a beaucoup d'argent à faire, tu vois. Quand je compare les chiffres d'affaires dans certaines sociétés, en vente des produits santé, marché financier dématérialisé, t'as quelqu'un en Afrique, moi je pouvais pas ouvrir des marchés parce que voilà, t'as cette contrainte de devoir avoir une structure légale. Aujourd'hui, il y a une législation autour de la crypto-monnaie ou même des marchés financiers dans sa globalité. Mais du fait que c'est dématérialisé, ça va beaucoup plus vite. Et je deviens VP des ventes pour une société qui est basée à Dubaï, que tu connais, dans lequel j'ai fait des très gros scores. On parle de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une rencontre. On se rencontre sur un rooftop à Dubaï. Je crois que c'est ça. C'est un événement de l'entreprise. On était invités, etc. Et j'ai eu la croyance, une rencontre, la confiance, parce qu'en soi, je t'avoue, j'ai pas vraiment compris. J'ai vu qu'il y avait un intérêt, il y avait de l'argent à faire sur ce projet-là. Je te dirais, ce qui m'a rendu la croyance, c'est la plus-value. Il y a pas à dire. J'ai investi, je crois, à l'époque, 40 000 euros de test, quelque chose comme ça. J'arrive à 120 000, je dépense un peu, je fais ma vie aux US. Et ça m'a vraiment, vraiment donné la vision. Et de cette rencontre, j'en suis vraiment reconnaissant, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je pense que je me serais peut-être pas forcé à réinvestir tous les mois comme ça, tu vois, faire du DCA, placer, peut-être que je l'aurais claqué cet argent, peut-être que je l'aurais mal investi. Et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et la bonne personne, des fois, elle vient de quelqu'un que tu vas faire tomber ton portefeuille dans la rue, il va te le ramasser et tu vas créer une opportunité incroyable, tu vois. Donc, moi, j'en suis vraiment reconnaissant par rapport à ça. Et je conseille à toutes les personnes qui regardent ce podcast, qui suivent ma chaîne, etc., saisissez les opportunités. Je veux dire, la vie, elle est courte. Demain, on peut t'apprendre que tu as une maladie, tu as un cancer, tu vas mourir dans 2 semaines. T'as pas envie d'avoir des regrets. T'as pas envie de te dire, putain, si j'avais su en telle année, j'aurais investi, j'aurais lancé tel ou tel projet. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais écoute, tu as toujours l'opportunité de te refaire et d'avancer. Donc, c'est parti de nos rencontres. J'ai fait un dépôt test de 30 000 euros. Après, je te laisse peut-être expliquer un peu plus comment ça s'est passé. Je sais que t'as des services aujourd'hui qui sont proposés pour des gens, on va dire, relativement fortunés, qui ont un certain patrimoine. Comment ça fonctionne aujourd'hui, quelqu'un qui veut collaborer avec toi, qui a un certain pécule de côté et qui se dit, OK, moi j'ai envie de faire partie de l'aventure, j'ai envie d'avancer. Est-ce que tu as des critères de sélection? En fait, déjà, toutes les personnes qui travaillent en direct avec moi, j'en ai pas énormément. C'est vrai que je travaille avec des grosses têtes, des personnes qui ont un gros patrimoine, que ce soit des personnes connues ou pas connues. J'ai pas envie forcément de dire avec qui je travaille pour me mettre en lumière. Je trouve ça même désédifiant presque. Mais pour qu'une personne travaille avec moi, souvent faut qu'elle passe par mon éducation. Donc souvent c'est des membres justement de CryptoPro qui ont pris l'accompagnement, qui ont pris justement les outils avec. Et dès qu'ils ont pris les outils, moi je vais faire une sélection directement en interne. Et forcément, il y a déjà une sélection pour rentrer dans l'écosystème, où là je vais vraiment sélectionner par rapport, pas par rapport au temps, ni par rapport au temps à passer à l'activité, mais vraiment par rapport au sérieux. Si la personne prend vraiment au sérieux l'industrie, et prêt à vraiment s'éduquer sérieusement, souvent c'est des personnes qui vont être adhérées rapidement. On va pas juger par rapport au capital ou quoi que ce soit. On a des gens qui ont 5 millions de capital comme des gens qui ont 5 000 euros de capital. Et on les éduque et on les forme de la même manière. Parce que la façon dont on gère 1 euro, c'est la façon dont on gère 1 million. Maintenant, la sélection concernant l'étape d'après, c'est plus justement, dès que les gens ont passé la phase 1, ont vu les outils, et en fait, tellement que mon service, il est puissant, je les laisse juste être satisfaits des outils. Et à la fin, je sais que parmi ces gens-là,
eh ben, il y aura des futurs associés. Parce que moi, comme tu sais, je n'aime pas travailler pour les gens, ou alors je n'aime pas que les gens travaillent pour moi. Je préfère me créer des associés, créer des partenaires. J'ai des personnes que j'éduque, que je forme, certes, à qui je donne mes outils. Et après, parmi ces personnes-là, les gens qui ont pas mal de résultats, eh ben, deviennent pourquoi pas mes associés. C'est comme, voilà, la dernière fois que tu m'as envoyé un client qui a utilisé les services, qui est passé de quelques dizaines de milliers d'euros à 6 chiffres de 100 000, 200 000. Et cette personne-là a voulu passer le cap d'après. Donc, forcément, moi, j'ai eu le feeling, je me suis bien ressenti avec la personne, donc on est devenus associés. Donc, forcément, oui, c'est vrai que quand une personne met de l'argent dans ton wallet et tu mets, comme toi, ça s'est arrivé, t'as mis 30 000, t'as vu 120 000, je te dis la vérité, ça arrive en 3 mois, ça aurait pas arrivé en 6, ça aurait pas arrivé en 8. Je t'ai absolument rien promis. Je t'ai pas dit on allait faire de l'argent comme on allait en perdre. Je t'ai dit juste regarde et on va voir comment ça se passe. Et t'as eu le rendement qu'on attendait que j'attendais à avoir. Et à la fin, quand toi tu as vu la performance sur ton téléphone, tu t'as vu ma tête, tu vois. T'as pas vu, et t'as vu, en fait, c'était à chaque fois que tu ouvrais ton wallet, bah, tu voyais mon crâne à moi. Tu te disais, en fait, cette performance, en fait, je l'ai eu grâce à lui. Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que les gens, quand ils ouvrent leur wallet, et bah, ils voient ma tête à moi et ils se disent, OK, c'est mon associé, c'est mon partenaire. Et avec cette personne, je veux faire du business. Et moi, je cherche juste à donner mon expertise dans ce domaine, à partager un maximum de personnes. C'est pour ça que, les gens pensent qu'on est cher. La plateforme qu'on a faite, elle coûte des centaines de milliers d'euros et pas 100 000 et pas 200 000, tu vois. On a investi énormément dessus, on a investi énormément dans les outils, on a investi énormément dans les technologies, donc nos services ils sont presque gratuits au prix qu'on les donne, tu vois. Il y a même des personnes qui me disent augmente les prix, tu vois. Maintenant moi ce que je cherche c'est vraiment à travers l'éducation qu'on va donner, l'opportunité qu'on donne d'avoir accès à ces informations, à ces outils, à tout l'écosystème, et bah de se dire waouh, en fait je pensais juste arriver dans un groupe WhatsApp. Non, le gars, il arrive dans un écosystème, il arrive dans une plateforme, tu vois, une plateforme digne de 2025, tu vois. Et cette plateforme-là, on pourra même l'utiliser en 2035, tellement est-ce qu'elle est futuriste. Et bah, grâce à ça, ces gens-là, bah, gagnent de la confiance en nous. Et moi, ce que je cherche, c'est avoir des gens qui ont également des domaines d'expertise dans certains domaines, que ce soit l'immobilier, que ce soit toi dans le marketing, etc. Et après, chercher des associations, m'associer et travailler également, moi aussi, investir sur eux. C'est ça que je cherche. Moi, partager mon domaine d'expertise et ensuite pouvoir investir avec ma communauté dans les choses les plus intéressantes. Vraiment pas avoir juste une communauté de clients, mais vraiment une communauté de partenaires. C'est ça que je cherche à développer et c'est pour ça que j'ai développé CPO et c'est pour ça que je continuerai à le développer jusqu'à la fin de ma vie. Magnifique. Bah écoute Sabri, merci pour ce que tu as apporté en tout cas. Avec plaisir. C'était full valeur. Une nouvelle fois, on va t'amener sur une chose, peut-être ta prédiction, fin 2025. Comment tu vois le marché? Je sais que t'as pas une boule de cristal, mais les 2 dernières années, c'était quand même bien réussi. Alors je vais te dire la vérité. Alors je sais que à la fin de l'année, je cherche pas trop de. En ce moment, je sais que je suis positionné sur certaines cryptos. Elles peuvent performer 100, 200, 300%. Ça reste. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va me choquer, tu vois. Voilà, un Bitcoin à 180 000 $, 200 000 $, ça va pas me choquer. Un Ethereum autour des 7 500 $, ça me choquera pas non plus. Maintenant, moi, ma vraie prévision que j'ai, là, j'ai un projet d'ici octobre. Tu vois, après, j'en parle ici, les membres vont le savoir, que je travaille avec un des top 20, un top 10, top 10 ou top 15, je sais plus, un top 10 ou top 15, un gros top du top 10 crypto. Donc une grosse capitalisation qui va lancer un projet d'ici la fin de l'année. Et ce projet-là va être listé. J'ai l'information. On a plusieurs listings qui vont être sur pas mal d'échangeurs. Donc moi, je suis concentré sur Bitcoin, sur Ethereum, etc. Mais je pense que cette opportunité-là, c'est l'opportunité qui va me permettre de faire vraiment un gros coup. Parce que c'est des coups que je fais pas tout le temps. C'est des coups que j'analyse, que je mets du temps à analyser. Mais quand je les ai, je les garde et j'y vais fort dessus. Donc je te dirais que cette année, oui, la prévision de Bitcoin, je suis content, je sais que ça va monter, Ether, je sais que ça va monter, toutes les cryptos qu'on a données dans les groupes, je sais qu'elles vont monter, elles vont performer, mais le plus gros coup que je vais faire, c'est là, au prochain listing d'une crypto qui va être listée sur Binance d'ici octobre. Et c'est mon plus gros coup de l'année, je le sais, que chaque année, enfin je le fais pas chaque année, parfois je le fais tous les 2 ans, même parfois tous les 3 ans, c'est des opportunités que j'ai et que j'ai la chance d'avoir, et souvent j'y vais fort dessus et ça rate pas.
Donc cette année, je vais pas trop me lancer dans des prévisions BTC ou Ethereum parce qu'on est dans un cycle haussier, je sais que ça peut monter, donc voilà, je vais pas aller là-dedans. Mais je sais que juste sur le coup qu'on va faire en octobre, je pense qu'on va pouvoir rendre peut-être il y aura peut-être une dizaine de personnes de la communauté qui vont bâtir leur premier set de chiffres grâce à ça, tu vois. Donc pour moi, je suis plus excité sur ça que sur les prévisions. Mais je pense qu'on va être bien. Donc si je dois te dire une prévision, la prévision garantie, c'est... Sois prêt pour octobre. Sois prêt pour octobre déjà pour ça. Moi, après, sois prêt pour octobre, bien sûr, on va se gaver, puis ça, c'est une certitude. Je suis plus concentré sur ce projet-là parce que j'ai pas envie de rater le coche. Mais sois prêt surtout pour la rupture de stock de Bitcoin. Parce que personne n'en parle sur les réseaux, personne n'en a parlé. Moi, je sais que parfois, je fais des shorts qui prennent un peu. Donc, si t'as envie d'avoir quelque chose d'exclusif, les gars, Bitcoin va rentrer en rupture de stock. À chaque fois, j'ai un coup d'avance. Il va y avoir une rupture de stock, les gens vont se ruer dessus, et ça, à ce moment-là, vous allez dire, ah, mais le bull run, il est pas comme les autres. Ouais, il l'avait dit, ça c'est normal, tout le temps, je l'ai dit. Dis-moi un truc que j'ai pas dit. Il y a quoi j'ai pas dit? Il y a rien. Voilà. Donc, le truc qui va se passer, c'est ouais, Bitcoin, il prend son temps, c'est normal, Bitcoin, il prend son temps. Il va rentrer en rupture de stock. Et quand il va rentrer en rupture de stock, qu'il va atteindre son vrai ATH, là, la transition, Ether, il va pas gagner $2000 en 24 heures. On va avoir un zéro qui va être ajouté. Comme on a vu, Bitcoin Market Cap marqué, ouais, Bitcoin $100 000, etc., c'était marqué, bah là, on va avoir $10 000 Ethereum. Et ça va choquer du monde. On va avoir des $1000 Solana. Et ça va choquer du monde. On va avoir des $500 Chainlink. Et ça va choquer du monde. Et je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose qui va se préparer. Ça risque d'être très choquant. Prépare-toi et préparez-vous, les amis. Yes, exactement, l'équipe. Donc, les gars, c'est simple. Avec Sabro, on a voulu faire un peu une surprise. Je sais que vous êtes beaucoup à dire, OK, comment on rejoint, etc. Mais je sais que le mois dernier, tu as mis à jour justement une liste crypto-monnaie sur lequel on vous a préparé un top 20 crypto-monnaies sur les prochaines semaines qui a vraiment... Alors, je suis pas là pour dire, ouais, garantie, on va faire x10, les gars, mais avec un vrai potentiel. Donc, toutes les personnes aujourd'hui qui veulent faire, on va dire, un plan d'action détaillé, qui veulent comprendre comment fonctionne la crypto-monnaie, peu importe ton capital, ta situation, ton expérience, etc. On a mis en place ce qu'on appelle un audit sur mesure. Ça veut dire que totalement gratuitement, encore une fois, tu as la possibilité, dans la description de la vidéo, de réserver un appel sur lequel on va t'expliquer en détail comment mettre en place une stratégie rentable, que tu aies 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 euros que tu as investi avant ou que tu n'aies jamais investi. Et ensuite, on aura un membre de mon équipe, Sabri ou moi-même, où on prendra le temps selon ta situation de te montrer comment faire, comment obtenir une rentabilité et faire de l'argent à nos côtés. Donc, let's go. Abonnez-vous, likez, partagez un maximum. Ça va nous aider à pousser l'algo et continuer à faire un maximum de vidéos. Une vidéo chaque semaine qui sera postée et toujours de la valeur éducative. Le but, c'est de vous coucher moins bête, de vous apprendre à avoir de la rentabilité et performer sur les marchés crypto-monnaies. Let's go, le lien est dans la description. On se retrouve bientôt et rendez-vous pour le prochain épisode, l'équipe. Let's go.